Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Le général Pinochet interpellé dans une clinique à Londres. La justice espagnole demande au dictateur chilien de s'expliquer sur les disparitions d'Espagnols pendant la junte militaire. Une journée pour refuser la misère dans le monde à l'initiative d'ATD Quart Monde. Rassemblement sur le parvis des droits de l'homme au Trocadéro. Agir contre l'exclusion. Mode avec les défilés du prêt-à-porter printemps-été 99 sur le podium, les geishas de Jean-Paul Gaultier, une inspiration très japonisante dans un décor de statue grecque. Le général Pinochet rattrapé par son passé alors qu'il était soigné dans une clinique londonienne, Scotland Yard a arrêté hier l'ancien dictateur chilien et ce à la demande de la police espagnole. Augusto Pinochet devrait répondre des assassinats ou disparitions d'Espagnols au Chili pendant les années qui ont suivi le coup d'État sanglant en 1973. Étienne Lénart. Ils étaient une poignée, mais ils criaient comme des centaines. Depuis l'annonce de l'arrestation du général Pinochet, la petite communauté chilienne de Londres fait le siège de la clinique privée où se trouverait l'ancien président chilien. Venu en Grande-Bretagne pour une opération chirurgicale, son arrestation lui a été notifiée hier soir par les autorités britanniques. Et pour les familles de disparus, c'est une divine surprise. Voici ma sœur, elle s'appelait Jacqueline. Elle a été arrêtée en 1974, torturée. Elle a perdu le bébé qu'elle attendait. Nous ne l'avons jamais revu. Aujourd'hui encore, nous voulons savoir. Et voilà maintenant, après toutes ces années, la possibilité qui nous est offerte d'obtenir enfin justice. Pinochet, le nom est associé aux heures les plus noires de l'histoire du Chili. De 1973 à 1990, des milliers de personnes seront torturées ou portées disparues. Il y a 8 ans, le général cède le pouvoir en échange d'une amnistie. Mais si la justice le rattrape aujourd'hui, c'est parce que d'Espagne, les juges et policiers qui enquêtent sur la disparition de ressortissants espagnols au Chili pendant cette période-là souhaitent l'interroger. Par l'intermédiaire de son ambassade à Londres, le Chili a officiellement protesté auprès des autorités britanniques. Et en déplacement au Portugal, le président chilien a laissé le soin à son ministre des Affaires étrangères de faire une mise au point. Le gouvernement du Chili présente une protestation officielle au gouvernement britannique pour ce que nous considérons comme une violation de l'immunité diplomatique du général Pinochet. Il semble en fait que si le général possède bien un passeport diplomatique, il ne soit pas couvert par une quelconque immunité lors de ses déplacements à l'étranger. Le gouvernement britannique a officiellement fait savoir que cette affaire n'était pas politique, mais simplement policière et judiciaire. Il n'en reste pas moins qu'en attendant sa comparution devant un tribunal à une date encore indéterminée, le général Pinochet pourrait rapidement devenir un pensionnaire encombrant. Et nous retrouvons sur place à Santiago du Chili Bernard Benjamin qui nous explique les réactions après l'arrestation du général Pinochet. Il est bien évident que la nouvelle a surpris tout le monde à Santiago. Pour dire les choses très rapidement, on a l'impression que la justice européenne est en passe de faire le travail que la justice chilienne s'est toujours refusée à accomplir. Personne au Chili n'avait osé jusqu'à présent traduire devant un tribunal le responsable du coup d'État du 11 septembre 1973. 25 ans après, presque jour pour jour, cela risque fort de se produire, pas au Chili, mais en Europe. En France, avant la journée nationale d'action des lycéens mardi prochain, l'heure était aujourd'hui à l'organisation de ce mouvement qui tente de se structurer. De nombreuses délégations venues d'un peu partout en France se sont retrouvées au lycée Victor Duruy à Paris. Difficile d'élaborer un projet commun, ambiance désordonnée, parfois chaotique. Nathalie Moisan, Valérie Criton. Après 5 heures de train, les voilà à Paris. 3 filles et un garçon, la délégation nîmoise, fiers de représenter la région à l'origine des manifestations lycéennes. Pour cette journée de réunion nationale, leurs intentions sont claires. L'objectif de la journée, c'est déjà pouvoir rencontrer des représentants des autres villes, afin de savoir déjà ce qui s'est passé dans les autres villes, avoir les correspondances pour pouvoir éventuellement plus tard, si les mouvements doivent reprendre, pouvoir avoir des contacts avec eux, afin de pouvoir faire une organisation nationale. On tient vraiment à ce que notre mouvement ne soit pas syndiqué. On peut accepter des aides de la Fidel, de l'UNL ou d'autres syndicats, mais notre mouvement ne doit pas être syndiqué. Voilà pour les intentions, mais dans la salle rapidement, les avis divergent. Conséquence du désordre, la presse est temporairement exclue de la réunion.
Au milieu des débats, certains élus régionaux mécontents du désordre et en désaccord avec la délégation lycéenne reçue par Allègre jeudi préfèrent partir. Donc l'Académie de Grenoble se retire de cette réunion et ne cautionne pas ce qui a été dit et ce qui a été fait aujourd'hui. D'autres dénoncent l'ambition hégémonique de la FIDEL, la Fédération indépendante et démocratique lycéenne. Pour beaucoup, la déception domine. Bon, on a fait 800 bornes entre guillemets pour rien. Et si ça continue, même nous à Nîmes, qui n'étions pas tout à fait bien organisés, avec une masse de personnes comme ça, on a réussi à s'organiser. Alors pourquoi ici ça ne s'organise pas? Certes, les divergences restent nombreuses ce soir entre les Parisiens et les représentants régionaux, mais à défaut d'avoir élu une vraie coordination, les lycéens ont au moins pu échanger idées et contacts. Ah ben d'accord. Et puis dans un sondage à paraître demain dans le journal du dimanche, 88% des Français considèrent que le mouvement lycéen est justifié, mais ne souhaitent pas qu'il dure trop longtemps. Du côté de la justice, maintenant, après les violents incidents qui ont émaillé la manifestation des lycéens, le tribunal correctionnel de Paris a prononcé dès hier soir des peines de prison avec sursis ou des travaux d'intérêt général. Ces comparutions immédiates se sont poursuivies tout au long de l'après-midi. Mathieu Huchet, Jean-Louis Quérec. Durant plusieurs heures, les forces de l'ordre ne bougeront pas. Les pilleurs se servent. Les interpellations auront lieu bien plus tard dans la rue ou dans le métro. Difficile dans ces conditions de savoir si les accusés présents dans le box ont volé une fois les vitrines brisées ou s'ils sont venus avec l'intention de casser. Qui va dire j'ai effectivement fracassé le magasin? Ils vont dire j'ai été trouvé en possession d'objets qui avaient été volés par d'autres. Donc moi je ne peux requérir que sur ce qui est établi. Or comme ils étaient très nombreux à casser, ça n'est pas facile d'identifier qui a fracassé la vitrine et qui a pris les objets ensuite. Ils ont dit qu'ils ont trouvé des cigarettes dedans et tout. J'ai dit à mon fils, est-ce que tu as volé quelque chose? Il m'avait dit, maman, le sac c'est à mon copain, c'est pas à moi. Et il me l'a donné, je sais même pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Des vols de cigarettes ou de portables qui ont conduit le tribunal à prononcer des peines de prison avec sursis, exceptionnellement à de la prison ferme. Les condamnés ou requérir des peines de prison fermes, eh bien, comporte des risques pour leur avenir. Parce que quand on a 19 ans ou 20 ans et qu'on a un casier judiciaire sali, ça veut tout simplement dire qu'on ne peut plus passer de concours administratifs. Si l'on en croit la version des jeunes dans le box, aucun d'entre eux n'a volé dans les magasins, ils ont tous trouvé les objets par terre. Autre point commun, un profil identique, des jeunes issus des banlieues en situation d'échec scolaire. La majorité avait un casier judiciaire vierge, ce n'est plus le cas ce soir. Et Lionel Jospin, pour sa part, a déclaré aujourd'hui que l'attitude du gouvernement sera extrêmement ferme contre les voyous. Il faut appréhender et condamner les casseurs. Sous l'égide de l'ONU, cette journée du refus de la misère, une cinquantaine de pays associés à ces manifestations pour dire que l'exclusion et l'extrême pauvreté ne sont pas une fatalité. À l'initiative d'ATT Carmonde, rassemblement cet après-midi au Trocadéro sur le parvis des droits de l'homme pour réaffirmer qu'il faut se révolter contre la pauvreté, débat, animation autour de personnalités ou d'anonymes. C'est Robert Badinter qui préside en ce moment même la cérémonie de clôture. Voyons à présent comment les habitants de la vallée de la Maurienne se mobilisent pour vaincre l'exclusion. Ils ont décidé de donner naissance à l'une des plus grandes créations collectives, mariant à la fois l'art et la solidarité. Un pari ambitieux, Olivier Lenuzza, Éric Lemasson. La foi, paraît-il, peut déplacer des montagnes. Dans la vallée de la Maurienne, les habitants ont foi en l'homme. Ils ont décidé de ciseler une sculpture de 5000 m² posée à flanc de coteau. Une œuvre d'art dédiée à la solidarité. Les relations entre les hommes doivent s'enrichir et le meilleur moyen de lutter contre l'exclusion, contre la misère, c'est bien de faire des choses ensemble, c'est bien de tisser des mailles entre les gens, en veillant bien sûr que tout le monde ait la possibilité d'y participer. Un pari osé, façonner une sculpture géante fixée côte à côte 42 000 pièces qui figure symboliquement les 42 000 habitants de la vallée. Pour accompagner cette mobilisation, un atelier a été créé il y a 3 ans. Actuellement, 5 personnes bénéficient d'un contrat emploi-solidarité ou à durée déterminée. Ça me permettait aussi de sortir de chez moi, de ne pas rester en étant au chômage à la maison et de voir d'autres gens, d'autres personnes, de travailler, surtout, de rejoindre le milieu du travail. Tous ceux qui le souhaitent peuvent graver un nom, un dessin ou un poème. L'important est invisible pour les yeux, etc.
Ça c'est Saint-Exupéry. 14 000 pièces ont déjà été personnalisées, des témoignages venus de partout, de Maurienne bien sûr, mais également de Chine ou du Tibet. Une victoire pour ces exclus de la société. J'ai donné quelque chose de moi. Donner un peu de soi-même. Dans cette vallée, les habitants donnent naissance à l'une des plus grandes créations collectives au monde. Une œuvre ouverte sur les hommes, sur la vie. Le cerveau aussi, il faut l'enrichir. En fait, est-ce que vraiment l'argent enrichit le cerveau? C'est pas sûr. Ce qui enrichit le cerveau, c'est tout simplement le beau. Des petits bouts d'aluminium posés ça et là. Les maillons d'une grande chaîne, celle de la solidarité, une aventure artistique afin de vaincre la misère sociale. Au Havre, les salariés des chantiers navals, soutenus par la population, ne veulent pas baisser les bras. Manifestation cet après-midi devant la mairie pour refuser toute idée de fermeture. Le personnel plaide en faveur d'une reprise de la société dont l'offre vient d'être rejetée par le gouvernement. Jean-Bernard Schmitt et Bruno Libertou ont suivi un des salariés des chantiers du Havre. Martial Dauvois est entré aux ateliers et chantiers du Havre à 17 ans. Il en a maintenant 34. D'année en année, il a vu changer les conditions de travail et la situation des chantiers navals. L'âge d'or semble aujourd'hui bien loin. J'ai acquis mon savoir-faire au fil des années avec tous les anciens qui se sont battus aussi pour la construction navale. Et à l'époque, nous avons connu ici 2 voire 3 bateaux en finition, alors qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, on n'a pas vu un bateau depuis 3 ans venir en finition ici. Pour tenter de faire revivre le passé ou de sauver ce qui peut l'être, les 1600 salariés du groupe ont décidé de mobiliser la ville tout entière. Plus de 5000 personnes ont ainsi défilé cet après-midi dans les rues du Havre pour lancer un appel au pouvoir public. Si le gouvernement ne nous épaule plus financièrement, nous allons dans les prochains jours dans une fermeture immédiate et un dépôt de bilan des ACH. Ça concerne tout le monde, les ACH, ça concerne tout le monde. Il y a plus de 1000 personnes qui travaillent là-bas, ça concerne tout le monde. Inquiétude et solidarité de la population. La fermeture des chantiers du Havre pourrait mettre en péril 10 000 emplois dans la région. Du coup, la classe politique fait front. Nous faisons pression auprès du gouvernement parce que la balle est dans le camp du gouvernement. Il suffit que le gouvernement accepte telle ou telle proposition pour que le dossier trouve une solution. Problème, le gouvernement a refusé cette semaine la seule offre ferme de reprise des chantiers. Mais pour les salariés, tout espoir n'est pas perdu. Le chantier est à même encore aujourd'hui, dans les mois, dans les années qui viennent, à construire de très beaux bateaux, comme on a su le faire par le passé, et donc aussi des bateaux qui amèneront un profit pour l'entreprise et pour les salariés. Pour Martial, comme pour les autres salariés, la lutte continue donc. Le gouvernement a fixé au 22 octobre la date limite pour trouver un repreneur. Les syndicats demandent d'ores et déjà qu'on accorde au chantier du Havre un délai supplémentaire. À Paris, à l'Assemblée ce matin, ouverture du Conseil national du Parti socialiste. Lionel Jospin en a profité pour faire le point sur les dossiers sensibles de la rentrée et demander à sa majorité de resserrer les rangs une semaine après la déconvenue du PAX. Le Premier ministre, par ailleurs, a apporté son soutien à Claude Allègre et à Ségolène Royal. À l'issue de cette intervention à huis clos, le chef du gouvernement s'est refusé à toute déclaration. Alain Madelin, le président de Démocratie libérale, à la recherche d'un nouveau souffle. Aujourd'hui et demain se tient à la Défense le Conseil national de son mouvement. Il s'agit de la première réunion depuis la rupture avec les centristes. L'occasion pour Alain Madelin de définir une nouvelle orientation du libéralisme. Jeff Wittenberg et Frédéric Faure. C'est un vrai beau projet, là. Je le sens bien, là. Je l'ai bien, là. C'est l'idée fixe d'Alain Madelin. En politique aujourd'hui, il faut faire du neuf. Oubliez donc la traditionnelle grand-messe, son défilé de ténors à la tribune et son public qui applaudit sagement. Voici à la place la Convention libérale, une sorte de salon du libéralisme avec ses stands, ses bonnes affaires, les forums où l'on parle concrètement des dossiers et ses petites trouvailles. Exemple, en pleine colère lycéenne, des jeunes venus dire qu'Alain Madelin est en phase avec eux. Enfin, en tout cas, moi, il me séduit. Il incarne des valeurs qui sont, à mon sens, celles de la modernité, celles qui sont actuellement celles des États-Unis, et ça marche très bien. Collé à l'actualité, un savoir-faire confirmé de débats en table ronde, notamment celle consacrée à l'erreur judiciaire. Mon invitation prouve qu'à la démocratie libérale, on pratique assez la liberté de l'esprit, ce dont je me félicite, en tant qu'invité. Et l'on ne s'est pas contenté d'inviter l'avocat, on a aussi convié son client le plus célèbre du moment, Omar Haddad. L'image, c'est décidément important. Aujourd'hui, il fallait donner celle d'une droite revigorée,
Alain Madelin défend son nouveau concept, le libéralisme politique, et Nicolas Sarkozy, numéro 2 du RPR, vient chez lui pour l'écouter. Qu'on ne compte pas d'ailleurs davantage sur les libéraux pour préparer je ne sais trop quelle alternance chèvre-chou entre un centre-gauche et un centre-droit qui défendrait peu ou prou les mêmes politiques incapables de résoudre vraiment les problèmes des Français. Non merci, on a déjà donné. Demain, Alain Madelin nomme son état-major. Dans la refonte de l'opposition, il veut être aux premières loges. À Paris, dans un climat extrêmement tendu, les défenseurs du droit à l'avortement se sont opposés aux militants d'un colloque international qui réunissait les mouvements très actifs pour la défense de la vie. Les forces de police ont dû barrer l'accès au palais de la Mutualité. Elisabeth Esley, Laetitia Legendre. La vedette, aujourd'hui, c'était lui, le docteur Xavier Dor, leader des mouvements anti-avortement. 1,5 million d'avortements chaque année. Après avoir dédicacé sa dernière œuvre, il est ovationné par des centaines de militants venus du monde entier. Sympathisants de mouvements d'extrême droite et catholiques convaincus, ils sont là pour remobiliser les troupes. Au même moment, 2 contre-manifestations. L'une juste devant la Mutualité où se tient le colloque. Elle rassemble entre autres féministes et anarchistes. L'autre à la Sorbonne réunit défenseurs des droits de l'homme et personnalités du monde médical et politique. Notre corps nous appartient. Le corps des femmes appartient d'abord aux femmes, avant qu'il appartienne à quiconque, à des églises, à des partis politiques ou à des factions sociales, voire professionnelles. Béatrice Gindre, elle, mère de 4 enfants, ne partage pas cet avis. Il est rare qu'elle descende dans la rue, mais l'avortement, elle a toujours été contre. Pour elle, avorter, c'est tuer. C'est quand même un sujet très très grave à notre époque, parce que c'est une génération qui disparaît, il y a un quart des enfants qui disparaît comme ça par l'avortement. On ne peut pas être indifférent, voilà. Béatrice a ses convictions, mais n'approuve pas les actions des commandos. Elle est donc minoritaire, car les associations anti-IVG reprennent du poil de la bête. Je pense que les autorités de ce pays et d'autres pays doivent faire attention parce que de moins en moins nous supporterons ce crime abominable, de moins en moins. Xavier Dor est épaulé par le pape, qui l'a reçu récemment, et par les Américains. Aujourd'hui, son action vise à obtenir le soutien de l'opinion publique. Toujours à Paris, un millier de militants répondant à l'appel de quelques 80 associations rassemblées cet après-midi pour manifester après le rejet du Pacs il y a une semaine par l'Assemblée. Le cortège s'est rendu jusqu'à la place de la Bastille. Parmi les manifestants, ACT UP, la Ligue des droits de l'homme ou encore le syndicat de la magistrature. À l'origine, vous le savez, le Pacs est né dans les milieux homosexuels pour tenter de sortir de situations inextricables des couples qui n'ont ni droit ni reconnaissance. Sophie Mézel, Éric Delagneau. Voilà. Des années de bonheur. Bon. Je ne sais pas si Serge était encore en vie, comment serait la vie à l'heure actuelle. Mais bon. Hein. L'adopté et l'adoptant sont tous deux célibataires, ni veufs ni divorcés. Il n'existe aucun... C'était il y a 20 ans. Jean-François et Serge vivent ensemble. Ils cherchent un moyen de s'unir aux yeux de tous. Ce sera l'adoption. 144.1. Ce qui me touche en fait dans ça, c'est que par l'adoption, ils disent qu'il est profondément attaché à moi, comme si j'étais son propre fils. Et ça, je trouve que... je trouve ça fort. Quand Jean-François rencontre l'homme de sa vie, il est tout juste majeur. Son ami, lui, est d'une trentaine d'années son aîné. Jean-François est rejeté par ses parents qui n'acceptent pas son homosexualité, autant d'éléments qui le conduiront à demander à Serge, son compagnon, de devenir son père. Après un an d'enquête administrative, Jean-François change de nom, change de père. Le symbole est fort, mais c'est aussi le seul qu'il ait trouvé pour faire reconnaître son couple de façon officielle. Ça a été une chose merveilleuse dans ma vie, quoi. J'ai réalisé un rêve. De pouvoir choisir ses propres parents, c'est extraordinaire. Et puis en plus, ça permettait aussi d'instaurer quelque chose de stable entre nous. Et ça, c'était un bien fou, surtout pour mon esprit à moi, dans ma tête. 12 ans de vie commune et un jour, Serge, l'ami, le père, meurt. Jean-François a depuis refait sa vie. Cela fait 8 ans qu'il partage la vie d'Yves, son nouveau compagnon. Et j'aimerais bien, justement, si le Pacs sort, pouvoir légaliser ça. Et j'espère que ça durera beaucoup plus longtemps.
Le Pacs leur apportera alors ce que tout couple réclame, la reconnaissance certes, mais aussi plus d'assurance pour les questions matérielles, comme l'héritage, puisqu'il faut bien y songer un jour. À l'étranger, alors que Slobodan Milosevic bénéficie d'un nouveau délai de 10 jours, plusieurs convois militaires serbes auraient quitté le Kosovo pour rejoindre le centre de la Serbie. Ces mouvements de troupes que les Occidentaux attendaient sont étroitement surveillés grâce aux avions de renseignement militaire. Voici comment ils opèrent et voici comment la France contribue à ce dispositif. Laurent Boussier en Italie. C'était il y a quelques heures l'atterrissage à Istrana, une base militaire italienne, d'un Transal de l'armée de l'air française. Un Transal un peu particulier, avec ses antennes supplémentaires au sommet de la carlingue et ses 2 pods de détection électronique au bout des ailes. Celui-là est équipé pour faire du renseignement militaire. Alors, le Transal Gabriel permet l'interception, le recueil et la localisation de toute émission radioélectrique, que ce soit radar, système d'armes ou réseau de radiocommunication. Ce Transal Gabriel appartient donc à la 54e escadre électronique tactique, basée à Metz. À l'intérieur, une dizaine de consoles. Celles-là sont nécessaires pour la détection de tous les sites de missiles, de tous les radars, fixes ou mobiles. Celles-là interceptent les conversations aériennes ou terrestres sur toutes les plages de fréquence, même cryptées et dans toutes les langues. Autrement dit, en volant au-dessus de la mer, loin de tout danger, le Transal Gabriel peut déterminer si ces départs abondamment filmés ce matin des troupes spéciales serbes du Kosovo sont de vrais départs ou de simples gesticulations, et détecter partout le moindre mouvement de radar ou de missile. En mettant à la disposition de l'Alliance ce Transal Gabriel, la France entend montrer qu'elle veut prendre une part importante dans la vérification des accords passés avec le président Milosevic. Des accords qui comprennent un cessez-le-feu, le retrait des forces spéciales serbes du Kosovo, le retour des réfugiés et le début d'un dialogue politique avec les séparatistes albanais. En Algérie, la plupart des grands quotidiens ont décidé de suspendre leur parution et ce pour une durée illimitée. Cette démonstration frappe les esprits. Depuis des années, les journalistes sur place travaillent coûte que coûte et souvent au péril de leur vie. Mais cette fois-ci, ils refusent la volonté affichée des autorités d'étouffer la liberté de la presse. Françoise Joly. Cet après-midi, dans les locaux du journal francophone Le Matin à Alger, les journalistes ne discutaient pas de la une de leur quotidien. Ce journal et 3 autres titres de la presse algérienne n'ont pas pu être imprimés aujourd'hui. Une décision des imprimeurs, monopole d'État, qui ressemble bien à un bras de fer engagé entre le pouvoir et la presse indépendante. Il est de notoriété publique que les véritables motivations de cette mesure sont uniquement d'ordre politique. Depuis mercredi dernier, ces journaux étaient sous la menace. Leurs créanciers les sommaient de payer leurs dettes sous peine de ne pas les publier. Une pression soudaine des imprimeurs d'État, interprétée comme le désir de museler une presse trop offensive. Depuis plusieurs semaines et du jamais vu depuis l'indépendance, la presse dénonçait des affaires d'État. Personne en Algérie ne croit à cet argument du gouvernement, à cet argument financier du gouvernement. Ces journaux ont tout simplement ces dernières semaines fait leur job, fait leur boulot, en ce sens qu'ils ont porté à l'attention de l'opinion publique, de leurs lecteurs, un certain nombre de choses, la mauvaise gestion de la justice, un certain nombre d'affaires liées au principal conseiller du président. Il me semble que c'est beaucoup plus une volonté de mise au pas de la presse. Ce soir, par solidarité, ils sont 7 quotidiens en Algérie à suspendre leur parution pour une durée illimitée. En Italie, l'ancien communiste Massimo D'Alema a été chargé, nous vous le disions hier, de tenter de former le nouveau gouvernement. Un fait historique puisqu'il serait alors le premier dirigeant d'un parti communiste à prendre les rênes du pouvoir en Europe occidentale. Portrait Alain Chalvran. L'Italie franchit donc le Rubicon et s'offre le premier chef de gouvernement communiste de son histoire, Massimo D'Alema. Communiste largement poli à la social-démocratie, c'est vrai, mais communiste tout de même de naissance. Il y a une goutte de marxisme dans son biberon. Papa D'Alema est un des dirigeants du PCI, cette énorme machine qui gagnera jusqu'à 1/3 des suffrages des Italiens après-guerre. Massimo devient tout naturellement pionnier, puis gravit tous les échelons du parti en même temps qu'il suit le meilleur cursus universitaire possible d'Italie. À la veille de la chute du mur de Berlin en 1989, il est numéro 2 du PCI.
il a peut-être plus que les autres dirigeants une claire vision de l'avenir. Débarrasser le parti des oripeaux du marxisme. Ce sera fait en 1991, au congrès de Rimini, manipulé par D'Alema. Le PCI devient PDS, Parti démocratique de la gauche. D'Alema réussit si bien en quelques années que le PDS est accepté aujourd'hui comme un parti social-démocrate classique, aussi bien par la droite que par le Vatican. Stratège hors pair, politicien roué et respecté, il avait eu l'intelligence, il y a 2 ans et demi, en avril 96, après la victoire de l'Olivier, sa victoire en réalité, de mettre en avant un centriste bien rassurant, Romano Prodi. Aujourd'hui, l'heure est venue pour lui de jouer le premier rôle au grand jour. Retour en France, à Fréjus, le Rock d'Azur est la plus grande compétition de VTT au monde. Cette discipline connaît un véritable engouement. C'est un sport convivial qui a donné un second souffle au vélo. Olivier Théron, Patricia Séard. C'est sûr, pour les 10 000 participants du Rock d'Azur, le bonheur est dans le pré. Dans le pré et dans tout ce qui n'est pas le bitume. Le VTT, c'était une mode, c'est un phénomène de société. Le vélo à grosses roues, imaginé aux États-Unis, a conquis l'Europe grâce aux valeurs positives qu'il porte en lui. Ça me détend, c'est un loisir, ça me plaît, ça m'intéresse. C'est pas les meilleurs qui gagnent, c'est un jeu de stratégie en fait. Il y a l'entraînement et puis la course. Il est arrivé hier, le VTT. En 1983, il s'appelait le mountain bike. Ils étaient 7 à courir le Rock d'Azur. Aujourd'hui, intégrés au sein de la Fédération française de cyclisme, ils sont près de 20 000 licenciés. Lorsqu'il y a 10 ans, il a fallu intégrer le vélo tout-terrain, ça n'a pas été facile parce que c'est une autre mentalité. Mais aujourd'hui, je crois que c'est rentré dans les mœurs. Et puis je dirais même que la mentalité a évolué également dans le domaine du cyclisme sur route. Haute technologie, design, le marché a suivi. En France, on vend plus de 2 millions de VTT par an. Chaque constructeur a son team, son équipe. Christophe Dupoué est champion du monde de VTT. C'est un déçu de la route qui a trouvé sa voie dans les chemins de traverse. C'est toujours varié que par rapport à la route. Si on fait un circuit tout plat, je dirais c'est toujours la même chose. Il se passe jamais rien. Qu'en VTT, on est toujours obligé d'être attentif. Mais ce qui fait le succès du VTT, c'est que tout le monde se retrouve. La famille a enfin des loisirs en commun et ce sont les femmes qui en parlent le mieux. La nature, l'effort aussi. Et puis la balade. VTT, d'abord ça m'a permis d'arrêter de fumer, donc c'est fabuleux. Et puis quand on a fait 3 heures de VTT, on a la tête complètement vide de tous les problèmes. Le VTT, c'est donc le vélo de l'époque, une image du bonheur pour tous, une incitation à l'évasion et à contre-jour, une image de toujours. Pour une dégustation plus raffinée du vin, aidée par la recherche technologique, avec la création sur mesure et en fonction des différents crus de verres qui mettront en relief tout l'arôme des vins. Romuald de Benan, Jean-Yves Blanc. C'est son terrain de recherche, les vignobles. Des kilomètres de vignes parcourues depuis 15 ans. Bruno Queignoux n'est pas seulement l'un des meilleurs œnologues français, il est aussi un drôle d'enquêteur. À la traque de saveurs absolues, son obsession, révéler au grand jour le vrai caractère des vins. Richesse des terroirs, complexité des cépages, diversité des arômes. Toute une alchimie condensée un jour ou l'autre au fond d'un verre, sans jamais perdre une goutte de l'authenticité du vin. L'authentique, on ne peut pas l'abîmer. On doit toujours le conserver au maximum et le plus longtemps possible, jusque dans le verre du consommateur. Le verre qui peut être le pire ou le meilleur des compagnons du vin. Le verre sublime un peu notre travail, c'est-à-dire le verre aide au consommateur à goûter et à ressentir tout le travail que j'ai fait au départ. Alors, pendant plusieurs mois, l'œnologue, aidé par des dessinateurs et aussi par la technologie virtuelle, a mis au point des verres et des carafes d'une précision scientifique. Épaisseur du cristal, profil des courbes, diamètre et hauteur de la paraison, c'est-à-dire la partie du verre qui contient le liquide. Tout a été décortiqué par l'ordinateur afin d'obtenir le verre idéal pour chaque grande famille de vins. Des verres technologiques, mais fabriqués grâce aux mains et au souffle d'artisans de haut vol. Des verres qu'il faut qu'ils soient précis, respecter toutes les codes. Alors on a un compas et on prend la mesure sur un dessin. On a vite fait d'avoir 1 millimètre de plus.
Des verres réalisés à partir d'un cristal très pur, riche en plomb, comme celui de Baccarat. Un cristal débarrassé de toute aspérité microscopique en surface et qui permet au vin d'exprimer toute sa subtilité. Grâce au cristal, là étant le haut et ici étant le bas de l'apparaison, le vin doit revenir vers le vin très rapidement. Donc toutes les gouttes du film du vin, les fameuses jambes, comme on parle, ou les cuisses, doivent redescendre très rapidement vers le volume, la base, pour ne pas avoir une oxydation brutale et vulgaire. À condition d'y mettre le prix, soit entre 200 et 300 francs pièce, vous pourrez savourer vos grands crus dans ces verres d'exception. À Lyon, le pari réussi d'un amateur d'art qui a décidé de transformer les parkings en musées vivants d'art contemporain. Il fallait oser, la ville l'a aidé, avec pour objectif de remplir ces parkings peu fréquentés. Aujourd'hui, le taux de remplissage avoisine les 100%. Les automobilistes viennent d'abord en curieux. Un exemple à suivre, Michel Monpoté, Christophe Hérault. Qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Je sais pas, une roue, moi je sais pas. On voit un miroir et avec des bêtes. Ce que ces enfants voient au fond du périscope, sous leurs pieds, c'est un parking. Mais un parking unique au monde. Un parking entièrement articulé autour d'une œuvre de Daniel Buren. Une vis sans fin, jeu de miroir, piège à regard, parking pour les yeux. C'est une fierté simplement d'avoir apporté du confort et de la simplicité à travers un équipement public par rapport aux obligations de stationnement. Et on est fiers parce que c'est beau et que tous les gens qui viennent ici trouvent que c'est beau. Et même aujourd'hui, le parc des Célestins est visité par des tas de gens qui viennent de l'étranger. Et même les Lyonnais font visiter le parc des Célestins au même titre que le Palais Saint-Pierre au niveau des Beaux-Arts ou le musée d'art contemporain aujourd'hui à Lyon. Donc ça fait partie des monuments. Et les parkings lyonnais autrefois désertés se sont remplis. Belle affaire pour la ville. Mais aussi belle aventure pour de nouveaux gardiens de musées. De parking je veux dire. Des formations sur différents musées, notamment du musée de Grenoble, le musée d'art contemporain de Lyon, Saint-Étienne, etc. Dans le parking face au musée de la déportation de Lyon, Dror Endveld a lui gravé sous les pas des piétons deux mots, innommable et innombrable, comme une traînée de mémoire imposée au cœur de la ville, auquel personne n'échappe, même ceux qui n'ont pas de voiture. Ça sensibilise les gens, ça leur permet de réfléchir un petit peu. Même dans un endroit qui n'est pas prévu pour? Oui, voilà. C'est ce qui est bien, justement. Appelés par Georges Vernet-Caron, les artistes ont donc habillé d'art ce qu'on ne pouvait penser que hideux ou effrayant, les parkings. Et dans ces tours de Babel dédiées à l'automobile, d'où chaque jour l'art semblait s'effacer, ces parkings nous rappellent que le beau, c'est se glisser où on ne l'attend pas, où on ne l'attendait plus. Suite des défilés du prêt-à-porter printemps-été 99, avec dans un décor de statues grecques les fantaisies japonaises de Jean-Paul Gaultier. Sophie Mézel, Bernard Connor. Chaque saison, il invente une nouvelle histoire, fil conducteur qui structure sa pensée, donne du sens à ses débordements, nous guide sur le chemin de ses créations. Il était une fois, et c'est Camille Claudel qui l'évoque en pointillé. Camille Claudel et à travers elle toutes ces femmes sculpteurs, blouse maculée de plâtre et de glaise, tablier triomphant de l'artiste, la blancheur et rien d'autre, le lin drapé dans sa dignité. Les ateliers de moulage du Louvre, c'est ici que Gaultier a commandé un Apollon et autres Vénus de Milo pour habiller la scène, planter le décor. C'est joli. C'est joli, mais je préfère le jaune, je crois, plus acide. Et puisque dans les salles de sculpture du Louvre, on croise souvent l'œil curieux de touristes japonaises, Jean-Paul Gaultier en a profité pour créer un télescopage de culture. Infidèle, il zappe son premier thème et se faufile dans le sillage des geishas mutines. Qu'est-ce qu'il y a de beau dans le kimono? D'une part, ses manches très larges, et puis aussi le cou qui est dégagé, qui est la partie la plus sensorielle et plus sexy, paraît-il, enfin tout au moins pour les Japonais.
Il est loin le temps où Gaultier faisait grincer des dents les amoureux du petit tailleur sans histoire. Ses délires se sont assagis, son classicisme prend le dessus. Un classicisme un peu trop franchement japonisant cette saison pour faire l'unanimité. Mais tout le monde peut se tromper. Même les plus grands. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les principaux titres. Le général Pinochet interpellé dans une clinique à Londres. La justice espagnole demande au dictateur chilien de s'expliquer sur les disparitions d'Espagnols pendant la junte militaire. Une journée pour refuser la misère dans le monde à l'initiative d'ATT Carmonde. Rassemblement sur le parvis des droits de l'homme au Trocadéro. Agir contre l'exclusion. Dans un instant, la météo, Nathalie Riouet, 20h50, surprise partie, Pascal Sevran. À 1h, le journal de la nuit, Florence Duprat. Demain à 7h, dans Thé ou Café, Catherine Sellac reçoit le metteur en scène Bernard Murat. Midi, polémique, Michel Cottard aura comme invité Ségolène Royal pour évoquer le mouvement des lycéens. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 13h et à 20h. Merci de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2. De surprise en surprise ce soir sur France 2. Bleu pour les garçons, rose pour les filles.